bienvenue pour cette nouvelle saison de la Pulpe. Donc avant de laisser la parole à Valentin Vasselon, qui va nous entretenir d'ADN environnemental, puisque c'est un scientifique qui travaille dans ce domaine-là, je vais vous présenter les deux prochains rendez-vous. Le 7 mars, nous recevrons Thierry Dandroff, qui nous parlera donc au Cinémascope, au Chambon-sur-Lignon, de l'harmonique des océans. Et le rendez-vous d'avril, le 4 avril, a été imaginé avec un collectif de soignants qui travaillent sur le plateau. Et il sera question de greffe d'organes. Nous aurons un éminent chirurgien et spécialiste des greffes d'organes qui s'appelle Karim Boudjema. Et la veille, nous proposerons une soirée projection débat au Cinémascope autour du film Réparer des vivants et l'enjeu du don d'organes. Je ne vous embête pas plus longtemps avec ce programme. Vous retrouvez tout ça sur la petite carte pulpe qui sont disponibles ici. Je laisse la parole à Valentin Vasselon qui va vous parler donc de l'ADN environnemental et je ne sais pas en dire plus. Bonjour à toutes et à tous. Déjà merci d'avoir fait le déplacement samedi après-midi. Même si on n'est pas nombreux, ça fait petit comité restreint. Je suis un originaire de la Loire, donc je suis un pur stéphanois. J'ai fait mes études à l'UT avant de bouger à Lyon pour le master et pour la thèse et le postdoc à Thonon-les-Bains. Je suis un scientifique, donc je m'excuse par avance pour le format très scientifique académique de la présentation d'aujourd'hui. L'objectif, c'est pas de vous faire des rappels de génétique. C'est quoi l'ADN? C'est pas le travail d'aujourd'hui. Ce que je veux vous passer comme message, c'est à quoi ça sert pour faire de la gestion et de la conservation des milieux aquatiques, parce que c'est des outils qui maintenant ne sont plus réservés qu'à un domaine médical ou un domaine de recherche et deviennent en fait de plus en plus utilisables par tout un chacun. Déjà, la notion d'ADN environnemental, je vais la projeter sur des contextes de milieux aquatiques, parce que ça reste ma spécialité de travail. On pourrait bien parler de milieux terrestres aussi, mais là je connais un peu moins ces domaines-là. Donc l'idée, c'est de se dire que dans un milieu aquatique, que ce soit une rivière, un lac, l'océan ou des zones intermédiaires, des zones de marais, il y a des espèces qui vivent dans ces milieux, en périphérie de ces milieux, et qui par contact avec l'eau, en fait, vont relarguer des cellules, des tissus, des fesses qui contiennent leur ADN. Donc la définition d'ADN environnemental, elle est très basique. C'est tout ADN qu'on peut extraire à partir d'une matrice environnementale. On a un échantillon d'eau, on a un échantillon de sol, on a un échantillon d'air, ce qu'on veut. On peut extraire au laboratoire l'ADN contenu dans cet échantillon et grâce à des technologies différentes en biologie moléculaire, que ce soit du séquençage ou de la détection spécifique, on est capable d'inventorier les espèces sans les voir. Donc c'est un peu comme les enquêtes criminelles. Quand vous voulez retrouver un coupable, vous cherchez des traces ADN des individus qui étaient présents sur une scène de crime. Là c'est un peu plus sympa, on va dire que c'est pour des questions écologiques et de conservation des espèces. Plus pragmatiquement, quand on se met sur un cours d'eau, on va avoir l'ADN des individus qui vivent dedans. Intra-organismes, alors individus, c'est les bactéries, c'est les champignons, c'est les algues, les micro-organismes, les poissons, les insectes. Il y a ceux qui vivent, les petits mammifères aquatiques comme le castor, qui ont des phases de vie dans l'eau, hors de l'eau, qui vont mettre leur ADN, ce qui est sur la berge des végétaux. Donc ça, quand on fait un prélèvement d'eau, par exemple, on se doute bien qu'on ne va pas avoir de poisson dans le flacon. Ou alors, il faut faire les bourrins et prélever des grandes quantités d'eau. Donc en général, sur les macro-organismes, comme les poissons, on va avoir des traces. Par contre, sur les micro-organismes, là, dans l'eau, on a les bactéries intactes et les individus vivants. Donc on va parler dans ces cas-là d'ADN intra-organisme. Puis, il y a les ADN qui sont libres dans l'eau. Le poisson, via les fesses, il va émettre son ADN via la peau, le mucus, les écailles. Ça va dériver dans l'eau et ça va se dégrader. Donc la forme de l'ADN va être plus ou moins intacte, ce qui va nous complexifier la tâche au laboratoire pour faire les analyses. Mais on va pouvoir tracer même de l'ADN qui est ancien, de quelques jours, quelques heures, quelques minutes. Et surtout qui peut dériver de l'amont vers l'aval. C'est pour ça qu'on a souvent, quand on cherche la présence d'une espèce par ADN à un endroit donné, on ne peut jamais prouver qu'elle est vraiment là, ou non, en fait, elle a émis son ADN 2 km plus haut dans le cours d'eau, et puis ça a dérivé, et on détecte le signal 2 km plus bas. Donc ça va nous contraindre dans notre manière de faire nos études scientifiques. Et puis il y a ce que j'aime bien, ce qu'on introduit nous, en tant qu'humains. Donc les rejets de steppe, les rejets urbains.
Bah, c'est très souvent en ADN environnemental qu'on a du colin, du thon dans les cours d'eau. C'est pas des espèces qui y vivent, mais c'est dans notre alimentation et on arrive à retrouver, via les rejets de steppe, ce qu'on a consommé, parce que ça n'a pas été dégradé. Donc ça veut dire qu'on se met à détecter des choses qui ne sont pas présentes naturellement. Donc on ne va pas faire la conservation du thon dans le bassin de la Loire, on est bien d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir une certaine expertise écologique pour se dire, tiens, c'est logique que j'ai détecté cette espèce à cet endroit, ou là, ça sent mauvais. Donc ça nous force à avoir tout un champ disciplinaire pour comprendre et étudier ce que c'est que l'ADN environnemental, comment il est émis par les espèces, comment il bouge dans l'environnement pour essayer de construire des études autour de ça. Là, c'est une représentation graphique, alors je m'excuse pour les anglophobes. Il y aura 2-3 choses en anglais, mais vous inquiétez pas, ça reste accessible, parce que j'ai pas un très bon niveau d'anglais non plus. Ce qui est intéressant dans notre domaine, c'est la résolution temporelle. Quand un bout de tissu, un ADN est émis dans l'environnement, pendant combien de temps on peut encore le détecter avant qu'il soit dégradé, soit par des facteurs biotiques, décomposition parce qu'il se fait manger par des micro-organismes, ou abiotiques parce que le pH, la température, les UV vont dégrader en fait l'ADN. Et la résolution spatiale. Si je suis dans un cours d'eau où il y a beaucoup de débit, on se doute bien que dès que l'ADN est émis, ça va vite dériver vers l'aval. Quand on est en plan d'eau, c'est un peu différent, ça va sédimenter sur place. Et le plus complexe, c'est les systèmes marins, où il y a des courants profonds, des courants de surface qui vont changer la trajectoire que va prendre le signal, et du coup, ça va fausser l'interprétation de où on a détecté quelque chose. Donc quand un ADN est émis tout de suite, c'est-à-dire là, typiquement, je vais me baigner, ce que j'ai sur la peau est tombé dans l'eau, mes cellules sont encore intactes dans l'eau. Donc j'ai de l'ADN, j'ai le noyau de la cellule qui est complet, donc qui est très facile à accéder, qui n'est pas dégradé. À l'échelle de quelques minutes, quelques heures, là on commence à avoir de la dégradation, les cellules explosent, l'ADN, je peux encore avoir des noyaux complets, des noyaux fragmentés. Il y a des formes de résistance, les cheveux, les spores, ça à l'échelle de quelques minutes c'est encore intact, le matériel génétique à l'intérieur est encore intact. Donc on peut encore tracer des choses dans le temps. À l'échelle de quelques jours, quelques semaines, alors là on a des tout petits fragments d'ADN, très courts. Et c'est ceux-là qui sont assez délicats à extraire de l'environnement et à interpréter. Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir interpréter des choses qui datent d'il y a trop longtemps. Exception faite de certains systèmes dans les lacs, où quand il y a des argiles, de la matière qui permet de préserver l'ADN, ça peut sédimenter et s'archiver dans le temps. Donc typiquement, on peut faire de la paléoécologie, prendre des archives sédimentaires, des carottes sédimentaires, et retracer dans le temps la présence de céréales, de cultures par exemple, par ADN, de la présence de l'homme, de la présence de poissons. Et on peut remonter à plusieurs centaines, à plusieurs milliers d'années, suivant l'état de conservation dans les carottes sédimentaires. Mon travail, c'est de me poser des questions tout le temps sur comment est émis l'ADN dans l'environnement, son état, sa forme, son accessibilité, est-ce qu'il est dissous, est-ce qu'il est dégradé, est-ce qu'il est absorbé sur des particules organiques ou minérales, son mode de transport, à l'instant T où il est émis, est-ce qu'il va bouger, s'il bouge, dans quelle direction et à quelle vitesse, est-ce qu'il va se diluer ou pas, et est-ce qu'il va se dégrader, et si oui, à quelle vitesse aussi. Et mon champ disciplinaire, il est au milieu, c'est-à-dire que je dois construire une étude qui prend en compte toutes ces questions quand par exemple un parc, une fédération ou un épage, comme l'épage d'Orlignon, on avait travaillé avec eux sur la moule perlière ou sur l'ombre. Voilà, ma question c'est est-ce que vous pouvez me dire, dans mon bassin versant, sur mon cours d'eau, où est l'espèce? Est-ce qu'elle est encore là? Sur quel secteur? Pour pouvoir mettre en place des aires de protection par exemple. Ou au moins savoir si elle est toujours présente parce que ça fait des années qu'on se pose la question. Si vous avez déjà regardé le film Les Indestructibles 2, ça s'appelle Edna, EDNA en anglais. Et en fait, elle a une phrase que j'aime bien, c'est la chance favorise ceux qui sont préparés. On ne peut rien contrôler, on ne peut rien prévoir. Par contre, on peut se mettre dans des conditions qui font que sur le terrain, on va choisir une manière de travailler. Au laboratoire, on va choisir une manière de travailler qui va minimiser les risques de passer à côté d'un signal ou de mal interpréter un signal ADN. Si on prend l'exemple du poisson, voilà, moi les questions que je dois me poser, c'est comment il émet, qu'est-ce qui va dégrader son ADN, la température, le pH, la salinité, les UV, comment il va relarguer, s'il est en période de reproduction, en période de migration. Ah non, c'est une espèce qui vit dans les roches, qui est benthique. Elle est dans la colonne d'eau, donc elle relargue tout le temps.
Donc ça veut dire que d'une espèce de poisson à une autre, l'accessibilité de son ADN va changer en fonction de son comportement et de son mode de vie. Le transport, encore une fois, ça va être beaucoup les courants, la dilution, s'il y a du vent, s'il y a des courants intérieurs dans l'eau. Dans les lacs profonds, ça nous pose des problèmes de stratification, parce qu'un signal qui est émis à 100 mètres de profondeur, on va avoir du mal à le détecter à la surface. Donc il va falloir faire des échantillons sur la colonne d'eau. Est-ce qu'il sédimente et comment il se dégrade? Alors, sur la dégradation, on n'a aucun moyen de le contrôler correctement, nous, quand on arrive sur un cours d'eau. Là, je vais vous présenter des cas concrets d'application qu'on a mis en place pour vous donner une idée, depuis du bactérien jusqu'à du piscicole. Et en fait, voici les questions qu'on essaye d'adresser quand on travaille avec de l'ADN environnemental dans les milieux aquatiques. Donc c'est assez diversifié. On peut détecter des espèces rares ou peu abondantes sur lesquelles il y a un statut de protection et de conservation. Donc il faut mettre en place des aires marines protégées pour le requin, par exemple. Il faut bien savoir où sont les requins. Si on ne les voit pas en plongée, l'ADN, ça peut être une option. Ça va être détecté à l'inverse, des espèces qui sont dangereuses, qui peuvent être invasives, et elles, il faut contrôler jusqu'où elles ont envahi les cours d'eau pour mettre en place des mesures protectrices pour éviter qu'elles montent plus en amont. C'est typiquement très utilisé sur les écrevisses américaines. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir où elles sont, mais où est le front de colonisation pour peut-être mettre en place des choses pour les bloquer. De la bioindication, de la biosurveillance, on peut cibler des groupes biologiques qui nous permettent d'évaluer si un cours d'eau est en bon état ou pas. Les diatomées, les poissons, on a des indices d'état écologique qui permettent de dire ah bah tiens, tu as détecté telles espèces dans telle proportion, ton cours d'eau va bien. Ah non, tu as détecté ces espèces-là, mauvais état écologique. Bon, il y a peut-être des actions de gestion parce qu'il y a une pollution qui est quelque part. Il faut trouver où et essayer de corriger d'où vient cette pollution. Je ne le présenterai pas parce que pour l'instant les données, on ne peut pas encore les communiquer, mais il y a des gros travaux sur les cyanotoxines, les cyanobactéries par exemple. Donc dans la région, c'est souvent un enjeu sur pas mal de plans d'eau ou de cours d'eau où il y a des efflorescences alganes avec des cyanobactéries qui sont toxiques. Donc vous voyez souvent dans la presse, des chiens sont morts en buvant l'eau, interdit de se baigner en période estivale pendant 2 mois. Du coup, on essaye d'utiliser des approches de génétique en ADN environnemental pour les prédire. C'est-à-dire ne pas se retrouver le jour J face aux toxines, mais se dire « Ah, dans 1 semaine, vous allez avoir un pépin, pensez à mettre dès maintenant en place des mesures de sécurité. » Premier exemple, la station d'épuration de Thonon-les-Bains, dans le lac Léman. L'idée, c'était de voir 2 choses, parce que dans un système d'épuration, en général, on se pose 2 questions. Enfin, la personne qui doit traiter les eaux usées, sa première question, c'est je récupère nos rejets urbains hospitaliers, nos effluents, et ils doivent les traiter pour essayer de diminuer la matière organique, des nutriments comme l'azote et le phosphore, et aussi réduire la charge pathogène contenue dans ces eaux avant de les relarguer dans le milieu. Ça, c'est l'aspect du gestionnaire, ce qu'il doit faire pour traiter les eaux usées. Et puis, il y a ce rejet doit être le moins impactant possible dans le milieu récepteur. Donc, on doit aussi évaluer si ce qui est émis pour l'environnement n'est pas trop nocif en termes de composition bactérienne, par exemple. Donc là, vous avez l'exemple, la steppe de Thonon-les-Bains, elle est ici. Le lac en haut, et en fait, il y a toute une série de tuyaux qui permettent de relarguer les effluents à 35 mètres de profondeur. Donc vous avez l'exemple de à quoi ressemble un émissaire de rejet de steppe. Là, vous avez mon collègue Stéphane, qui est chercheur à INRAE, qui a été plongé dans le rejet de la steppe à 35 mètres de profondeur. Donc ça, c'était chouette. Ça m'a fait très plaisir de l'envoyer là-dedans. Et nous, derrière, on a proposé une étude, à la fois en collectant des bivalves, des moules, des sédiments, l'eau, et on a comparé entre ce qui existe naturellement dans le lac à différentes périodes de l'année versus ce qui est rejeté par la station d'épuration, et on a essayé de voir s'il y avait une incidence directe par ADN environnemental. Donc en fait, l'ADN, c'est très souvent utilisé sur des groupes biologiques qu'on n'arrive pas à voir, enfin les bactéries, les champignons, les organismes photosynthétiques, microscopiques. L'ADN, c'est parfait parce que de toute façon, on n'a pas d'autre moyen de les étudier que par cette approche-là. Et le gestionnaire, ce qui l'intéressait, c'est on lui dit, vous n'avez pas de peau, vous récupérez des eaux usées, mais l'évolution au cours du temps de ce qu'on rejette dans les eaux usées, ça va très vite. Et leur capacité à gérer ces rejets
elle évolue pas aussi rapidement. Ils ne peuvent pas reconstruire une steppe adaptée tous les 10 ans. Donc on leur a dit, on va caractériser tout le rejet dans tout votre système et on va essayer de vous faire des recommandations. Parce qu'il vous manque les communautés bactériennes pour traiter le phosphore, traiter l'azote. Parce que vous n'avez pas mis assez d'oxygène à cette étape. Donc on peut aussi faire des recommandations auprès du gestionnaire directement de la steppe pour améliorer sa capacité à traiter les rejets. Un processus classique, on va dire, pour faire de l'ADN environnemental, c'est on prend un échantillon, on extrait l'ADN, alors c'est de la cuisine, vous commandez un kit, il y a une recette, il y a des ingrédients, vous suivez la recette, à la fin vous avez l'ADN. Faut pas rêver, hein, ça reste de la cuisine moléculaire du coup, le terme n'est pas pour rien. Dans cet ADN total, on a tout, des bactéries, des poissons, de l'humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les bactéries. Donc, on va avoir une étape PCR pour amplifier la région génétique des bactéries, pour la rendre hyper importante quantitativement, pour pouvoir la séquencer. Les tests PCR que vous avez fait pour le Covid, c'était ça. Dans les échantillons qu'on prenait sur nous, il y a de tout, des bactéries, d'autres virus que celui du Covid. Du coup, il y avait une étape de PCR pour cibler spécifiquement le Covid pour détecter sa présence ou pas. Donc là, c'est le même principe. Le séquençage, c'est de transformer une donnée biologique en ATCG informatique pour pouvoir dire, ah bah tiens, j'ai telle séquence dans l'environnement. Pour donner un nom à cette séquence, il me faut une base de référence, c'est-à-dire une base connue de telle espèce, voilà sa séquence génétique. Quand je compare ma donnée inconnue à cette base, est-ce que je suis capable de retrouver qui est dans mon nid? Et à la fin, on a un inventaire d'espèces. Quelles espèces sont là et dans quelle proportion? On ne va pas rentrer dans le détail des analyses, mais en gros, on se pose souvent 3 questions. Qui est là et dans quelle proportion? Comment évoluent les assemblages par espèce, mais l'entièreté de la communauté? Et surtout, qui fait quoi? Est-ce qu'on a des espèces qui renseignent pour une activité biologique importante? Pour la steppe, est-ce qu'il y a des bactéries qui sont capables de travailler le phosphore ou l'azote? Si elles n'y sont pas, la communauté bactérienne est présente, mais elle n'est pas capable de faire l'action d'épuration. Dans les résultats qu'on avait eus, c'est déjà, on avait vu des dynamiques temporelles. Chaque point, c'est un échantillon dans les sédiments du lac et dans les rejets de la steppe. Et là, la présentation graphique, c'est juste pour montrer que quand on regarde à quelle période de l'année ont été prélevés les échantillons, on s'aperçoit que les communautés, peu importe dans la steppe ou dans le lac, elles suivent une dynamique temporelle, saisonnière, ce qui est normal parce qu'on n'a pas les mêmes conditions climatiques en été et au printemps et en hiver. Donc en fait, il y a des bactéries qui vont préférer des eaux froides, beaucoup d'oxygène, d'autres, tiens, il fait plus chaud, j'ai plus de nutriments. Donc ça change naturellement les assemblages au cours du temps. Donc ça, c'est important de le caractériser pour être sûr qu'on ne voit pas un effet de la variabilité naturelle, mais bien un effet de notre rejet. Donc là, on avait bien une belle variabilité temporelle dans les échantillons. Ça fait mal aux yeux, mais c'est un inventaire d'espèces en métabarcoding. Chaque couleur, ça représente une espèce, ou un genre, ou une famille. Et la taille de la couleur, ça vous dit la proportion qu'il y avait dans l'échantillon. Et là, vous voyez, quand on fait du bactérien, en fait, la diversité des bactéries dans un échantillon, ça peut être plusieurs centaines d'espèces. Donc ça fait vite beaucoup de couleurs en très petite quantité, on a quelques dominantes. Moi, ce qui m'intéressait, c'est dans les communautés bactériennes du rejet de la steppe par rapport aux communautés naturelles du lac à toutes les saisons. Vous voyez là, en violet, il y en a une qui est très représentative d'un rejet de steppe. On ne la détecte jamais dans le lac. Ça veut dire que ce qu'on émet au lac, cette bactérie n'a pas été retrouvée ni dans les sédiments, ni dans l'eau, peu importe la saison. Donc ça, c'est un indicateur qu'en fait, les bactéries qui sont émises par la steppe ne viennent pas perturber les bactéries naturelles. Limite, elles n'arrivent pas à s'adapter, elles meurent et elles se dégradent. Donc ça, c'est rassurant. En tout cas, pour les gestionnaires de la steppe, c'était très rassurant pour eux. Une autre manière de le représenter, c'est qu'on cherche une signature spécifique. Là, vous avez toutes les espèces. Vous cherchez une signature spécifique, peu importe la saison, de bactéries qui ne sont là que dans le rejet de la steppe, ou qui ne sont que dans le lac. Et typiquement, celle-ci, d'espèces, vous voyez le trait gris remonte tout en haut, sauf dans la steppe, ça veut dire qu'on la retrouve tout le temps dans le lac, à toutes les saisons. L'intensité de couleur, c'est parce qu'elle change quantitativement. Des moments elle est abondante, des moments elle est moins abondante, ça dépend si elle aime bien les eaux chaudes ou pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était typiquement la première en haut à gauche, toute l'année dans le rejet de la steppe, jamais détecté dans le lac. Bon, voilà, du coup,
coup, c'est un très bon indicateur il n'y a pas d'effet du rejet d'un point de vue communauté bactérienne. Je n'ai pas regardé l'effet chimique. Ça, c'était pas mon travail à ce moment. Si on regarde le système de la station d'épuration, on regarde en fonction des différentes étapes d'un process d'épuration, les communautés bactériennes, comment elles évoluent entre le rejet, enfin l'entrée brute, les étapes de dégazeurs, de boue active, de bassin d'aération, de décanteurs. Est-ce que les communautés changent? Clairement oui, ce qui est rassurant. En entrée, ça c'est notre rejet brut de ce qu'on produit, tout à droite. On voit que toutes les communautés bactériennes sont très différentes de ce qu'il y a au milieu, qui correspond au rejet de la steppe dans le lac, à la sortie de la steppe avant le rejet dans le lac et le clarificateur. C'est tout identique parce qu'il y a 100 mètres de tube de différence entre les trois étapes. Donc c'est pour ça que ça se chevauche. Et ici, bioaérateur, dégazeur et bassin d'aération. C'est là où il y a des activités biologiques, donc ça sélectionne des bactéries qui sont là pour faire le process d'épuration. Donc c'est normal que les communautés soient aussi différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, dans le bassin d'aération, est-ce que vous avez les bactéries qu'il faut, qui ont la fonction que vous attendez? Dégrader le phosphore et l'azote. Et là, on a vu que nitrite reduction, c'est pour la dégradation d'une partie, d'une forme de l'azote dans les eaux usées. Il y a plus de 20%, 15%, pardon, 10 à 15% des espèces bactériennes qu'on a identifiées qui sont capables de faire ça. La station d'épuration nous a confirmé, ah bah ouais, on n'a pas trop de soucis à gérer l'azote. Normal, vous avez les bactéries qu'il faut. Par contre, sur le phosphore, il nous a dit, on ne comprend pas, on n'arrive pas à le gérer. Biologiquement, ça veut dire qu'on est obligé de rajouter des ions ferriques en sortie pour les précipiter, parce que biologiquement, il n'y a pas de dégradation. Là, on est arrivé, on leur a dit, pas de peau, vous avez très peu de pourcentage de votre communauté qui a la capacité métabolique de le faire, et voire même, à certaines périodes de l'année, en automne, elle tombe à 0. Donc là, ça permet de leur faire réfléchir, de se dire, ah ok, j'ai pas les bactéries qu'il faut, comment je fais? Il faut que je change mon process d'oxygénation, d'aération. J'arrête de vous embêter avec les bactéries. Je vous avais dit que c'était scientifique. Les diatomées, c'est pire. Est-ce que vous savez ce que c'est les diatomées ou pas? Est-ce que vous avez des aquariums? Est-ce que vous avez des poules? La diatomite. La diatomite. La diatomite, en fait, c'est la carapace de silice qui protège les cellules de diatomées. Les diatomées, c'est des micro-organismes photosynthétiques qu'on retrouve dans toutes les matrices d'eau. Ça produit à peu près un tiers de l'oxygène qu'on respire. Ça fait plus de photosynthèse que la forêt amazonienne, par exemple. Ça vit dans les océans, ça vit dans les cours d'eau, dans tous les milieux aquatiques, et ça ressemble à ça, au microscope. Là, moi, ce qui m'intéresse dans mes études, c'est de me dire, alors cool, ça me permet de respirer, donc on est déjà content de les avoir. Mais deuxième aspect, c'est qu'il y a tellement de diversité d'espèces, il y a à peu près 100 000 espèces théoriques, parce qu'on n'a jamais pu toutes les décrire, on n'en connaît que 20 000. Donc 20% de la diversité, c'est tout ce qu'on connaît. Mais on sait que certaines espèces sont très sensibles à la présence de matières organiques, de nutriments ou de polluants. Donc en fait, quand on fait l'inventaire d'espèces, c'est ça la représentation imagée ici, ce cours d'eau il est en très bon état écologique, ah bah tiens, j'ai ces espèces dans telle proportion, elles me renseignent que oui, tout va bien. Dans ce cas-là, j'ai pas les mêmes espèces, mais celles-là, elles sont connues pour être indicatrices de mauvais état écologique. Vous allez me dire, hein, la photo, elle suffit à elle-même. C'est des terrains que j'ai fait il y a longtemps. J'aurais dit pas besoin de diatomée. Lui, j'arrive au bord de l'eau, il y a un problème, lui, ça va bien. Ça, c'est ce qu'on appelle de la biosurveillance et de la bioindication. On se sert des caractéristiques écologiques des espèces pour prédire si le milieu est en bon état. Avant, on le faisait en microscopie. Donc il y a des gens qui allaient gratter des biofilms pour regarder, traiter chimiquement et ne garder que les frustules de silice des diatomées pour les observer en microscopie, déterminer à l'œil, reconnaître les espèces grâce au motif des cellules pour produire les inventaires d'espèces, et après on a des calculs qui existent d'état écologique pour dire bon état, mauvais état ou état intermédiaire. En génétique, en fait, on a reproduit le même process, sauf que on part toujours du même échantillon, mais au lieu de faire des traitements et de la morphologie, comme pour les bactéries, en génétique, on produit notre inventaire. Dans le cadre du projet avec l'association Rivière Sauvage, ce qui nous intéressait, c'est les têtes de bassins versants dans les cours d'eau sont très rarement étudiées, on ne connaît même pas la diversité de ces organismes dans ces milieux-là, parce que personne n'y va faire des études en général. C'est pas loin des sources en altitude. Et du coup,
pas ce qu'il y a, mais est-ce qu'on peut en tirer quelque chose pour mettre en place des mesures de protection et de conservation? Parce que si on a des choses qui sont atypiques dans ces environnements-là, il ne faut surtout pas les construire par exemple des microcentrales. Donc ça permet d'avoir des dossiers scientifiques pour arbitrer des décisions sur par exemple la mise en place d'activités comme des microcentrales électriques. Donc là vous avez en photo un joli caillou sur lequel vous glissez si vous allez à la pêche, vous vous en rappellerez, c'est les diatomées qui vous font faire ça. Et voilà à quoi ressemble un assemblage de différentes espèces de diatomées dans l'échantillon. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est quand on fait le traitement chimique, on garde que la carapace de silice avec les motifs. Un tout petit exemple qui est le Rive Garcin, qui est un cours d'eau de montagne qui est pas loin de l'Alpe d'Huez, où là on a regardé d'amont en aval comment évoluaient les différentes espèces de diatomées. Donc c'est le même graphe que tout à l'heure. Chaque couleur représente une espèce différente de diatomée. Et la hauteur, c'est la proportion. On s'aperçoit que plus on descend de l'amont vers l'aval, et on l'avait fait 2 années, en amont, il y a très peu d'espèces. Il y en a une qui est très dominante, qui représente 90% de toutes les espèces. Et puis plus on descend, plus elle disparaît, elle laisse la place à plus de diversité et de richesse. Alors quand on parle de diatomée, en général, ça ne nous aide pas bien à comprendre ce qui se passe. Et je suis quasi sûr que quand vous avez fait de la rando, vous êtes aperçu que plus vous montez en altitude, moins vous avez d'espèces d'arbres. Les arbres disparaissent, puis après on n'a que des sapins, et puis on n'a plus de sapins, il ne nous reste que des herbacées. C'est le même principe chez les diatomées. Plus on est en altitude, plus les pressions de l'environnement sont fortes, ce qui sélectionne très peu d'espèces adaptées à ces environnements. Et plus on descend à l'aval, plus le couvert végétal augmente, donc il va y avoir plus d'apport nutritif dans l'eau, et la diversité va augmenter. Dans ce cas-là, ce qui nous intéressait, c'était la station la plus amont. 2020, c'était un été très sec, caniculaire. 2021, c'était un été tout pourri, hyper pluvieux. Vous voyez que toutes les autres stations, d'une année à l'autre, ça a quand même pas mal bougé les espèces qu'on a détectées et les proportions. Par contre, la station qui était le plus en altitude, ça n'a pas du tout affecté la variation interannuelle. Ça veut dire qu'on peut se servir de cette station et des espèces qui y sont présentes comme indicateur profond d'un impact de réchauffement climatique, puisque cette station, elle n'est pas affectée par la variabilité interannuelle. Donc si on voit quelque chose se passer sur cette station au cours du temps, c'est un super référentiel pour voir s'il y a un effet léger du changement climatique au cours du temps, du réchauffement dans ce cas-là plutôt, on attendrait. Sur le bassin du Taravo, là on part en Corse, on a fait depuis la source jusqu'à la confluence avec la mer, on a pris plein de stations tout le long du linéaire du cours d'eau. Et on a regardé la qualité du milieu, en morphologie, les notes d'état écologique, les notes IBD, c'était entre 17 et 20, donc très bon état, pas de surprise, c'était un cours d'eau, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des pépins. Quand on a fait la même chose en ADN en 2020 et en 2021, on s'est aperçu qu'on a un décrochage en milieu de bassin de qualité. Et là, on s'est dit, soit il y a une pollution, c'est possible, soit, c'est ce qu'on a mené comme enquête, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un changement du fond géologique le long du linéaire qui changeait la chimie de l'eau en milieu de bassin, qui affectait les communautés, qui faisait croire qu'il y avait une pollution. Deuxième chose qu'on a mis en avant, c'est que, à cause du changement climatique, du réchauffement, là, dans ce cas-là, les arbres sont à sec plus tôt. Les feuilles tombent beaucoup plus tôt, ça fait un apport de matière organique en milieu de bassin qui est plus tôt que prévu, pile quand on va faire nos prélèvements, et ça sélectionne des espèces qui adorent la matière organique et qui sont souvent indicatrices de mauvais état. Donc là, le mauvais état, c'est pas à cause d'une pollution, c'est à cause d'un phénomène naturel expliqué. Donc c'est aussi à ça que servent ces études, de comprendre un fonctionnement sur un bassin en termes d'écologie. On passe sur les écrevisses. Ça sera peut-être plus sympa. En plus, c'est bon à manger. Là, je vous présente une jolie petite écrevisse à pattes blanches, hyper mignonne. Donc là, l'idée, c'était un projet à l'échelle du pays avec l'OFB et beaucoup de structures de gestion comme les fédés de pêche, les parcs, les conservatoires d'espaces naturels, de se dire, l'écrevisse à pattes blanches, c'est une espèce patrimoniale en France qui est en déclin. Qui est en déclin pour plein de raisons. Qualité du milieu, qui ne leur plaît plus. Perte des habitats. Apparition des espèces invasives comme l'écrevisse signale ou l'écrevisse de Louisiane.
Du coup, elles perdent donc au mois de pince quand elles sont présentes ensemble. Et en plus, les espèces invasives, elles sont porteuses, c'est ça l'image ici, d'un champignon parasite. On appelle ça la peste de l'écrevisse. Donc les espèces d'écrevisses invasives, elles sont porteuses saines, tout va bien. Par contre, les écrevisses à pattes blanches, dès qu'elles sont en contact, elles déclenchent tout de suite une pathologie et ça décime les populations quasi directement. Donc c'est pour ça qu'il y a un très gros enjeu autour de la conservation et de la protection de cette espèce, parce qu'elle est vraiment martyrisée dans tous les sens. Donc ce graphe-là, c'est juste pour montrer les échelles géographiques de travail et le type de structure avec lesquelles on peut collaborer, où on essaie de voir est-ce que l'ADN environnemental, quand on le déploie dans plein de milieux différents, on a un outil capable de dire si oui ou non l'espèce est présente ou pas. Est-ce qu'on est capable de voir des fronts de colonisation des espèces invasives aussi? Donc là, c'était beaucoup des syndicats de bassin, des fédérations de pêche, des parcs naturels, l'OFB aussi. Et c'est à peu près tout dans cette étude. Pour vous donner une idée de ce que ça représente en logistique, il y a des fiches descriptives terrain, mais voilà un exemple de prélèvement ADN. On filtre de l'eau sur site et on extrait l'ADN à partir du filtre. Donc c'est des manips qui sont assez simples à mettre en place. On avait aussi collecté du biofilm, comme ça on avait des échantillons d'eau filtrée et de biofilm pour faire les détections. Et quelques mesures physico-chimiques pour donner des infos. Donc quand moi je fais des études avec des fédérations de pêche par exemple, voilà le genre de résultats que je peux leur rendre. Une projection cartographique sur leur bassin. Sur le bassin de la Brelle, vous avez l'amont ici, et l'aval en bas avant la confluence avec l'IG. Et on avait fait des points de prélèvement d'amont en aval pour voir où étaient l'écrevisse à pattes blanches. Donc là c'est le cas d'école. On a détecté que l'écrevisse à pattes blanches en bleu turquoise. Vous voyez dans le code couleur qu'on avait aussi co-détecté des espèces invasives et la peste. Voilà, bonne pioche. Il n'y a que l'écrevisse à pattes blanches. Pas de surprise. Tête de bassin, des tout petits ruisseaux, des tout petits chevelus. C'est les seuls endroits où ils arrivent encore à se mettre à l'abri. Donc là, ça leur permet de définir une zone théorique de répartition de l'espèce sur lesquelles ils vont sensibiliser les personnes locales pour éviter de transférer des invasives, de transférer la peste. Cas où c'est un peu moins chanceux. Fédé de la Drôme. Là, c'est le Jabron, avant la confluence avec le Faux. L'amont est tout là-haut, l'aval ici, et on s'aperçoit que via le Faux, il y a une remontée d'écrevisses signal sur le bassin. Le cercle rouge, certainement porteuse de la peste en plus, de l'écrevisse. Et on a notre population de pattes blanches qui, Bossaigne, essaye de survivre et remonte de plus en plus haut sur le cours d'eau. Je t'ai vu, Jonathan, il y a à la fois la peste et la patte blanche en même temps, parce qu'on détecte une dérive de l'amont du signal de la patte blanche. Donc là, quand je vois bleu turquoise, ça ne veut pas dire qu'elle est là, elle est potentiellement encore plus haut. Et ceux que j'aime bien, on n'a rien. Alors, en science, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. C'est-à-dire que si j'ai rien, je ne peux jamais dire qu'il n'y a rien. Par chance, c'est que ce n'était pas l'écrevisse à pattes blanches. Les gestionnaires en local pensaient que c'était l'écrevisse à pattes blanches, donc Palipes. En fait, non, c'est Italicus. Mais en morphologie, on peut vraiment les confondre quand on n'est pas habitué. Donc quand on discutait avec eux, on est sûr c'est Palipes, on cherche Palipes en génétique. Ah non, c'est Italicus. Donc en fait, ça veut dire aussi, ça c'est le message ici, on est obligé d'avoir une expertise écologique de terrain. Il faut encore avoir des expertises naturalistes pour bien identifier les choses, parce que l'ADN seul ne résout pas tout, et on est obligé d'aller rediscuter avec des personnes, et c'est autour de la table, il y en a un qui dit « Ah, non, mais c'est pas Palipes, là, vous êtes gouré. » Ok. On recommence l'étude, on a un marqueur pour Italicus. Ah, tout va bien. Italicus, c'est bien celle qu'on retrouve. Dernière partie de la présentation, sur le brochet. Là, on commence à aller sur du plus gros. Là, l'objectif, c'était avec la Fédération de pêche des Bouches-du-Rhône. J'ai beau être stéphanois, j'accepte quand même de travailler avec les Marseillais. Et l'idée, alors, très saugrenue, c'était de se dire, ça, c'est pas du tout des cours d'eau. Ils ne sont pas référencés comme des cours d'eau, c'est des canaux artificiels qui servent beaucoup pour l'irrigation et ce genre de choses. Par contre, c'est des super habitats pour la reproduction du brochet. Mais il n'y a aucune mesure de protection ou de conservation de ces milieux, donc en fait, ils ont un statut juridique assez ambigu. Et là, l'objectif de la fédération de pêche, c'était de dire, est-ce qu'on est capable, avec un outil ADN, de dire où est-ce qu'il y a de la reproduction, quand est-ce qu'elle démarre, quand est-ce qu'elle se termine,
pour justement appuyer des dossiers de « Ah bah attendez, ouais c'est des canaux, ils n'ont pas l'air très jolis, mais ils ont quand même un super avantage de permettre la reproduction de l'espèce qu'on perdrait ailleurs. » Là, on fait de la phénologie de reproduction, donc je ne vais pas rentrer plus dans la technique, mais on se sert de la différence d'un signal ADN issu d'un noyau nucléaire, des mitochondries, dans une cellule, que ce soit une cellule de Brochet, une cellule humaine. En fait, il y a le noyau, ça on le connaît très bien, mais on a aussi des mitochondries qui contiennent de l'ADN. Nous, quand on vient chercher l'ADN dans l'environnement, on peut très bien décider de travailler sur un marqueur qui est nucléaire ou mitochondrial. Ça va changer les quantités qu'on va détecter dans l'environnement, ça va avoir plein d'effets. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans une cellule classique, il y a un noyau, beaucoup de mitochondries, donc proportionnellement, il y a beaucoup d'ADN mitochondrial par rapport à de l'ADN nucléaire. Par contre, dans des gamètes mâles, dans des spermatozoïdes relargués dans l'eau, il y a très peu de mitochondries, si ce n'est pour la mobilité du flagelle. Donc quand on regarde le rapport, le ratio entre ADN nucléaire et ADN mitochondrial, on est aussi capable de dire « Ah, là c'est des individus qui viennent de se regrouper, de ah, non, là, tu as des gamètes qui ont été libérées, donc la reproduction est en train d'avoir lieu. » Donc en fait, avec des études ADN, par des petits bidouilles méthodologiques, on arrive comme ça aussi sortir des informations, ils sont là, hein, et en plus potentiellement ils ont fait de la repro puisqu'on détecte potentiellement des gamètes. Concrètement, ça ressemble à ça. On va venir plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée sur un même endroit, parce que là, il faut venir, si on veut tomber au bon endroit, au bon moment de la période de reproduction, il faut venir souvent faire des prélèvements. Avant la période de reproduction, s'il y a des brochets qui vivent dans le coin, on va détecter un signal ADN mitochondrial et nucléaire basal qui représente la présence des individus qui vivent localement. Mais par contre, quand la période de reproduction va commencer, on va avoir des pics associés au regroupement des individus, des mâles et des femelles. Donc déjà, on va pouvoir dire ils ont l'air de s'être regroupés pour faire de la repro. Et s'il y a un relargage de gamètes, le pic orange, qui représente le pic quantitatif d'ADN mitochondrial dans l'eau, ne va pas du tout être le même quand il y aura les gamètes, vu qu'il y a moins de mitochondries dans les gamètes. Et nous, c'est ça qu'on va tracer. Par chance, ils avaient un site pilote où ils savaient qu'il y avait de la reproduction, donc on a pu crash tester l'outil génétique. Alors oui, il y a de la reproduction de brochets ici, qui marche très bien. Et vous voyez ce que ça a donné en direct, la détection. C'est le nombre de copies du gène du brochet mitochondrial ou nucléaire, et le ratio des deux. Le violet, c'est le ratio des deux. En orange, c'est mitochondrial, en bleu, nucléaire. Et on voit que sur cette station, en début de saison, donc entre décembre et février, il y a des individus sédentaires de brochets qui vivent ici, pas de problème. En période de repro, on voit qu'on a eu un pic. Alors c'est des échelles logarithmiques sur le côté, c'est de 10, c'est de x10 en x10. Donc un pic, c'est vraiment là qu'on a eu x100 en quantité d'ADN dans l'eau. Quand on a fait le ratio des deux, on a un pic qui est très léger, pas très informatif. Mais en tout cas, là, on a pu leur dire, vous, la repro, elle démarre. Elle est surtout de fin janvier et quasiment sur toute la période de février sur ce secteur. Et elle semble être effective parce qu'il y a l'air d'y avoir du relargage de gamètes. Et ça a été confirmé puisqu'ils ont été en pêche électrique. Au mois d'avril, ils ont trouvé les juvéniles. Nous, on était contents en méthodologique. Dans l'étude, là, je synthétise, nous, on a trouvé comme ça différents endroits qu'ils avaient suspectés favorables à la reproduction, mais qu'ils n'avaient jamais pu mettre en avant, et on a pu identifier ces différents secteurs. Ce qu'on a pu montrer aussi, c'est que la période de reproduction, elle est un peu décalée suivant les secteurs, parce que la thermie de l'eau est différente. Donc il y avait des canaux, ça démarrait un peu plus tôt, et d'autres un peu plus tard. Ça veut dire que si on doit mettre en place une période d'ouverture ou de fermeture de la pêche, là par chance, c'est encore dans la période de fermeture, février-mars, vu que ça réouvre en mai. Voilà, ils n'ont rien à modifier, mais ça leur permettait de cibler les secteurs où ils devaient mettre en place des mesures un peu plus de protection. J'ai terminé. Pour les curieuses et curieux, il y a des ouvrages en français pour les anglophones, en anglais pour ceux qui ont la foi, mais qui donnent un peu des idées de tout ce qu'on peut faire et comment c'est déployé. Le dernier en date, c'est l'UMR Patrinat, donc c'est le Muséum et l'OFB qui l'ont rédigé. Donc je vous encourage à lire différentes sources, de toute façon. Mais celui-ci et celui-ci fait par les collègues suisses sont très chouettes. Donc vous pouvez jeter un œil. Pour aller encore plus loin, on en a une étape où le génome humain, ça coûte à peu près $250 de séquencer un génome complet.
petite clé USB, c'est un séquenceur. Donc on peut séquencer de chez soi, sur le terrain. C'est devenu des technologies miniaturisables, transportables. Ça permet de travailler dans des environnements extrêmes ou inaccessibles parce qu'on n'a pas de labo à côté. Donc c'est pour ça, en fait, il faut garder à l'esprit que ça devient des choses qui sont en fait accessibles. Et dans nos mains, moi j'en ai un là, de petite clé USB. Bon, si demain je veux m'amuser à séquencer mon chat, je peux. Aucun intérêt scientifique. Mais très amusant. En Europe, on n'en entend pas beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup de comités d'éthique qui limitent le séquençage du génome humain. Par contre, si vous allez aux États-Unis ou en Asie, c'est de la prestation de service. En Europe, on ne veut pas le faire parce qu'une fois qu'on a accès à un génome humain, on peut évaluer les risques de déclencher telle ou telle ou telle maladie, et du coup, les assurances vous feront payer plus cher. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des embargos sur ces technologies en Europe. On essaie de limiter leur utilisation. Pour pousser le vice encore plus loin, l'aéroport de Busan en Corée, 80% des chiens qui recherchent la drogue, c'est des clones. Si vous aviez encore en tête Dolly, Dolly c'est fini, c'est bon, ça marche. Donc ça aussi, c'est des choses en génétique qu'on ne se rend pas compte, qui ont fortement évolué. Et en fait, la génétique, il y en a partout, un peu dissimulé. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Et que c'était clair. Si vous avez des questions, c'est open bar. Est-ce que vous êtes sollicité par les communes, par les mairies? Alors les mairies, assez rarement. Par contre, les communautés de communes ou certaines collectivités locales, oui. C'est rare qu'une mairie ait la capacité financière ou la connaissance, tout court déjà que ça existe. Mais vu que les collectivités ont à charge beaucoup de choses sur le GEMAPI ou surveillance en eau, ouais, de plus en plus. Après, j'ai un échelon qui fait qu'on me sollicite. Ouais, c'est surtout des syndicats de bassin, des collectivités locales, il y avait les pages, enfin c'est surtout des structures gémapiennes ou Natura 2000 qui me sollicitent, on va dire. Donc il y a quand même des gens qui vérifient la qualité des rivières, tout ça régulièrement. Alors en théorie, en Europe, on a l'obligation réglementaire de faire des suivis, donc ça c'est, il y a une cartographie à l'échelle du pays sur poissons, macro-invertébrés, les insectes, les diatomées, les macrophytes, pour faire des cartes d'état chimiques et biologiques. Ça, c'est une obligation réglementaire à l'Europe, c'est dans le cadre de la directive 4 sur l'eau. Et si on ne le fait pas, on a des amendes. Et si on le fait et qu'on a une trop forte proportion de sites en très mauvais état écologique, on a des amendes parce qu'on est censé mettre en place des actions de gestion et de restauration. Dans la réalité, le maillage et les stations qui sont suivies annuellement suffisent pas, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parcs ou de personnes qui ont à charge la gestion d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, qui veulent aller plus loin que la réglementation officielle et qui disent bah non, moi mon cours d'eau, j'aimerais bien qu'il reste le plus longtemps possible en bon état. Et du coup, oui, on nous sollicite beaucoup plus sur ces actions-là, d'aller plus loin que la réglementation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des taxons pour lesquels vous avez encore du mal à avoir une bonne résolution pour distinguer les espèces? Tous. Tous. C'est qui les pires? Les pires, c'est les micro-organismes. Parce que déjà, on ne les connaît pas. Les bactéries, ce qu'on connaît, c'est que ce qu'on arrive à faire pousser sur des boîtes de pétri. Donc déjà, là, les inventaires bactériens que je vous montrais, quand j'arrive à la famille, je suis content. Quand j'arrive en genre, c'est miraculeux. Quand j'arrive à l'espèce, j'ai un doute et j'y crois pas. Parce que je sais que c'est impossible d'y arriver. Diatomée, on arrive au genre et à l'espèce. Les poissons, on arrive à l'espèce, et ce qui va nous bloquer, c'est pas tant la connaissance dans les bases de référence, c'est le fait qu'il y ait de l'hybridation sur certaines espèces et que les marqueurs génétiques, typiquement les carassins, les cyprinidés. Il n'y a rien de plus horrible que le chevenne, que la tanche, la carpe. Ça, on a du mal génétiquement parce que c'est un bazar génétique. Macro-invertébrés, là, c'est plus la connaissance taxonomique qui nous fait défaut des moments parce que c'est très difficile sur des stades larvaires, en visuel, de dire c'est quoi l'espèce. Alors que l'ADN, on pourrait, mais là, c'est la connaissance en amont qui va nous faire défaut. Mais ça s'est fortement amélioré, en fait. Ça, c'est assez rassurant. Oui, une question sur le quantitatif. Donc, ce qui est en ordonnée de vos graphes, c'est des nombres de fractures. Par exemple, transparent 26, je ne sais plus si
c'était le brochet ou la diatomée. Celle-ci, par exemple? Non, après. 26, c'est avant. 26, c'est ça. Ah merde, je suis désolé. Non, mais pas de Donc, souci, on va est-ce les que faire. c'est des nombres de fragments d'ADN par litre, c'est ça? On va avoir, suivant l'approche, si je prends celle-ci, quand je fais au séquençage, un échantillon, je vais sortir 100 000 séquences ADN. Bah, c'est Ça veut le dire pourcentage que de dans séquences. Millions de milliards de molécules d'eau, vous avez détecté 10 000 fragments d'ADN? On peut aller plus bas que ça. Dans Ok. Dans 50 litres d'eau, on est capable potentiellement de détecter une copie d'un gène émis. Ah oui, une seule copie, d'accord. Ouais, donc on a une résolution technologique qui est potentiellement très puissante. Ce qui va nous limiter, c'est est-ce qu'il y a un gros volume d'eau, est-ce qu'on est loin de la source d'émission et là c'est trop dilutif. Mais par contre, la capacité à détecter quelque chose de très 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 peu abondant, elle est phénoménale. Les échelles graphiques sur le brochet, c'est celle-là que vous aviez en tête. Oui, c'était ça, ouais. Je crois qu'il y avait, ouais. Après, on va Ouais, par annoncer exemple, il y celle-ci. avait le nombre de copies, concentration. Et ce genre Alors là, c'est des nombres de copies par litre d'eau filtrée. Donc c'est le nombre de copies du gène qu'on a ciblé par litre d'eau filtrée. Ça passe pas par du séquençage, cette techno. Pardon, c'est pas par du séquençage, c'est-à-dire, je comprends pas la différence. Et ben, du séquençage, vous faites une extraction ADN, vous faites une amplification de la région qui vous intéresse, Ok. et vous passez par une technologie de séquençage pour faire une liste d'espèces. Vous n'avez pas de quantification absolue d'un nombre de copies de gènes de vos espèces dans l'environnement. C'est des abondances relatives. Cette technologie-là, c'est ce qu'on appelle des PCR quantitatives, et c'est ce qui servait pour les diagnostics Covid, par exemple. On a des amorces génétiques qui vont cibler spécifiquement le brochet, et par fluorescence, on va détecter le nombre de copies. Donc là, on est réellement en quantification absolue d'un nombre de copies de molécules d'ADN, mitochondriales ou nucléaires dans cet exemple, par litre d'eau filtrée. Et on arrive à avoir, en effet, des ordres de 10 000 à 100 000 copies, voire millions de copies d'ADN par litre d'eau. Quand c'est la période de reproduction, en même temps, les gamètes, il y a du monde. Donc je ne suis pas surpris. Ça répond un peu à la question. Et dans ce, comment on appelle ça, multiplication, amplification? Amplification, Ouais. c'est de la photocopie. Il n'y a pas des embrouilles du style on va multiplier plus ce qui est dans l'ADN de l'écrevisse américaine plutôt que dans l'autre, et du coup on a l'impression qu'il y a plus d'américaines que d'européennes. Vous voyez? Si on est en séquençage, oui, parce qu'on utilise un couple d'amorces qui amplifie toutes les écrevisses, et ces couples d'amorces peuvent privilégier l'une ou l'autre. Couple d'amorces? Oui, c'est ce qui sert pour faire la photocopie. En fait, les amorces, c'est ce qui va borner la région génétique qu'on veut photocopier en PCR. Et comme elles sont généralistes, quand on fait du séquençage, en effet, ces amorces, elles vont peut-être préférer l'ADN de la pâte blanche que de l'américaine, et ça va fausser les quantités. Quand on travaille avec ces technologies, les amorces sont spécifiques de l'espèce. Il n'y a pas de conflit avec les autres. Je ne cherche que le brochet. Je ne regarde pas le brochet dans un inventaire de poissons. Je ne sais pas si ça permet de donner du recul. Là, on rentre dans de la technique. Il faudra venir au labo. Bon, moi, mes connaissances de biologie, ça a 40 ans. Quoi. Et quand je vois ça, je suis stupéfait, émerveillé. C'est incroyable. On peut même aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a encore une technologie où on ne séquence plus des fragments courts, mais des gènes complets ou des génomes complets. Quand on travaille sur les cyanobactéries, on les détecte, les cyanobactéries, en quantitatif avec cette approche. En séquençage, on peut donner la proportion des différents genres cyanobactériens. Et avec du séquençage nouvelle génération, les dernières, le petit séquenceur clé USB, on fait du gène complet, on peut même déceler d'office si elles sont toxiques ou non toxiques. Donc là, on est dans un champ disciplinaire méthodologique qui explose en fait. Ça, on a du mal à le visualiser, mais le nombre de technologies différentes qui existent avec des usages différents, il est phénoménal. Là, j'en ai présenté que 2. D'accord. Sur les diatomées, Oui. Qu'est-ce que ça veut dire une espèce en fait? Parce que le génome du diatomée, c'est combien de... Oh là, c'est 100 000 non, c'est des mégabases. En plus, les diatomées, il y a du génome nucléaire, Oui. chloroplastique, parce que c'est des organismes photosynthétiques, donc il y a des chloroplastes, et il y a des mitochondries. Donc en fait, il y a des régions génétiques dans ces 3 compartiments de la cellule. La notion d'espèce, elle est délicate parce qu'elles peuvent se reproduire par division clonale, comme des bactéries, ou par reproduction sexuée, sauf que chez certaines espèces, c'est tous les 20 ans. Donc on n'y connaît rien. Donc la notion d'espèce dans les micro-organismes,
c'est souvent des boîtes pour essayer d'organiser ce qu'on trouve dans l'environnement par rapport à la notion d'espèce telle qu'on l'entend chez les mammifères, où là c'est borné par des règles très précises qui permettent de définir ce que c'est une espèce. Donc chez les micro-organismes, la notion d'espèce, elle est basée maintenant, enfin en tout cas ils essayent, sur des critères morphologiques. Est-ce que les individus se ressemblent? Si oui, ben on va les mettre dans le même paquet espèces. Sur des critères physiologiques, est-ce que leur métabolisme ou leur mode de fonctionnement est identique par rapport à des ressources nutritives? Donc s'ils mangent pareil ou ils vivent dans les mêmes endroits, on les regroupe ensemble. Et génétique. Donc c'est-à-dire que la notion d'espèce, elle englobe de plus en plus ces trois aspects pour définir comment on crée les espèces et comment on répartit les individus dans les espèces. Mais c'est hyper instable chez les micro-organismes. Moi je l'ai vu pendant ma thèse, en 3 ans, il y a une espèce, l'année d'après, ah bah non en fait c'est plus cette espèce, il faut la changer comme ça, on la redécompose. Puis l'année d'après, ah bah on s'est trompé en fait, c'est hyper instable cette notion d'espèce chez les micro-organismes. Dernière chose sur les résultats que vous avez montrés sur 4 stations, je crois que c'était en Corse, là plus on était en altitude, plus la variabilité des mesures était faible, et vous disiez c'est un bon indicateur pour étudier des changements à long terme. Bon alors, ce qui est très surprenant, c'est l'énorme variabilité sur les autres stations. Donc vous avez dit par exemple, qu'est-ce qui fait ça? Vous avez dit par exemple des années où il y a eu moins de feuilles sur les arbres, donc moins de Été sec. couverture. Qu'est-ce qu'il y a d'autres trucs? Été sec, été pluvieux. Ouais. Mais moi, ça ne me surprend pas. Quand on bosse sur le micro-organisme, ça n'arrête pas. C'est-à-dire c'est très dur d'avoir un corps, ce qu'on appelle un corps homogène de taxons qui sont là tout le temps et qui ne bougent pas. C'est limite plus rare d'avoir ça. C'est pour ça qu'on est intéressé par ces stations-là. Par contre, si ça bouge, là, je vous montre un inventaire d'espèces. En théorie, si on convertit ça en inventaire écologique, c'est-à-dire est-ce que ces espèces, ce n'est pas les mêmes d'une année à l'autre, mais est-ce qu'elles ont les mêmes préférences à l'oxygène, les mêmes préférences à la matière organique? Ça ne bouge pas, ça, par contre. C'est-à-dire qu'on a toujours 30% de l'assemblage qui est indicateur de milieux très oxygénés. Ce n'est peut-être pas les mêmes espèces, mais elles renseignent sur le même état du milieu. Mais ça, c'est à cause de la trop grande diversité dans les environnements. Et nos outils n'arrivent pas à caractériser toute la diversité. Là, les diatomées, c'est pas le pire, hein, le bactérien, alors là, donc c'est des variations saisonnières, naturelles, parce que les changements de température, d'oxygène, de matière organique, de nutriments, les micro-organismes sont très sensibles à ça. Donc ça change vite. Et surtout, c'est des micro-organismes, donc cycle de vie très court. La division d'une génération à l'autre, c'est 20 minutes, 1 heure chez les bactéries. Donc ça veut dire que ça réagit très très vite au moindre changement. Les poissons, les insectes, quand il y a une modification de la qualité du milieu, bah, ils ne vont pas changer l'assemblage tout de suite, c'est normal, ils sont plus robustes à ça. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur différents groupes biologiques qui n'ont pas les mêmes vitesses de réaction à la dépression. Je ne sais pas si ça clarifie plus ou complexifie plus la réponse. Oui. Si je passe dans un domaine complètement différent, est-ce que dans toute cette méthodologie qui me paraît particulièrement humaine, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Vous avez besoin micro, on n'entend rien. La question, est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle dans nos domaines d'expertise? Parce que ça m'a l'air tellement... Alors, en fait, l'intelligence artificielle en écologie, en sciences, ça existe depuis très longtemps. C'était des réseaux de neurones, on faisait déjà ça il y a 40 ans, sur des données d'observation, pas forcément des inventaires génétiques, mais des inventaires faunistiques, floristiques. On pouvait déjà faire de la prédiction via des outils d'intelligence artificielle. Moi, j'appelle ça des intelligences superficielles, des IS. Parce que oui, on les intègre de plus en plus dans nos... Enfin, moi, personnellement, je les intègre de plus en plus parce que la donnée génétique, on n'arrive pas à la comprendre en tant qu'humain. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est de convertir en inventaire d'espèces. Tiens, cette séquence ADN, c'est quelle espèce? Parce que c'est l'espèce qui me donne l'information de ah bah oui, j'ai trouvé une truite dans cet environnement, truite, ok, milieu, oxygène, plutôt bon état. C'est ce qui nous fait le lien à l'interprétation du milieu. Mais dans la réalité, dans les données génétiques toutes seules, un TCG, c'est un code, c'est monstrueux, tout ce qu'on peut en tirer comme information. Donc ça, c'est exactement là où on en est maintenant. On essaye d'utiliser les intelligences artificielles pour extraire plus de données et de compréhension dans les analyses. Le problème, c'est que moi, j'aimerais utiliser les intelligences artificielles, pas des écologues, mais de Google. Parce que Google, on met 3 choses dans un moteur de recherche et il nous connaît par cœur. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'avec les données qu'on a, on n'arrive toujours pas à en extraire plus d'informations.
Donc on a juste une déconnexion entre les IA tels qu'on les voit exploser, ChatGPT, Perplexity ou les IA intelligentes pour les véhicules autonomes, et les IA qu'on a réellement en accès, en recherche, parce que c'est des champs disciplinaires trop différents, on ne se parle pas. Donc là, on a un projet là-dessus, justement, on discute, enfin je discute avec des gens qui travaillent sur les IA, mais qui sont 100% IA, qui ne font pas d'écologie. À la première réunion, on ne s'est pas compris. Mais on savait qu'on allait s'amuser ensemble, par contre. Donc oui, les IA, là, sur des données comme ça, ce que vous visualisez pas, c'est qu'un jeu de données de séquençage, c'est des centaines de millions de séquences qu'on génère. Donc déjà, on fait exploser nos ordinateurs, ils sont plus assez puissants. Donc on est obligé de passer par des serveurs. Et pour les analyses, les IA elles nous aideraient beaucoup à structurer, organiser et puis mettre en avant des effets. Ça servirait surtout sur des études d'impact par exemple, ou à avoir des nouveaux outils d'indication d'état du milieu. Là, moi j'ai des projets qui vont être sur les radioéléments avec l'Institut national sur la sûreté nucléaire, les sites d'enfouissement de déchets et les producteurs d'hydroélectricité. C'est parfait en fait de l'ADN pour réagir à des problèmes de radioéléments. Ça va tout de suite faire des mutations. Si jamais il y a des problèmes dans les chambres de confinement ou des déchets radioactifs qui sont émetteurs, tout de suite l'ADN c'est la première chose qui va réagir. Quand on va voir les individus mourir, ça sera trop tard. L'ADN, on aura déjà vu quelques modifications, donc on peut s'en servir de prédicteur aussi d'un impact, bien avant qu'il y ait un pépin. Moi je parle, désolé. Je parle beaucoup. Moi j'avais une question, du coup pour revenir un peu sur la question sur le suivi des milieux aquatiques et la qualité de l'eau. C'est que du coup, tu parlais tout à l'heure, il y a beaucoup d'indices qui ont été faits, en tout cas historiquement, ce qu'on connaissait nous, c'était par la morphologie et l'observation. Et de là, ce que je vois, c'est qu'en fait, ils peuvent complètement être transposés par l'ADN. Est-ce que toi, tu penses que ça va justement venir remplacer cette observation directe par l'observateur, ou c'est complémentaire et il va y avoir, je sais pas, aussi en termes de coût, si la génétique est beaucoup moins chère que d'aller prélever, observer et identifier les diatomées des poissons? C'est pas un problème de coût. Le coût méthodologique à ça, par rapport à de la morpho, à de l'observation, c'est rien. Le problème, il est politique et humain. C'est-à-dire que demain, on remplace toute la biosurveillance nationale par ça. Tu fous dehors tous les naturalistes, tous les bureaux d'études, toutes les personnes qui faisaient de l'acquisition de connaissances basées sur critères morphologiques. Donc ça fait plus de 10 ans avec les collègues d'INRAE parce que sur la volée diatomée, on a stabilisé ça en 2017 avec l'OFB et le ministère de l'Environnement. Donc on y allait très mollo en leur disant ça marche parce qu'on savait qu'il suffit qu'il y ait un politicien qui dise ouh, chic, c'est moins cher, c'est plus rapide. Le problème c'est qu'on a 40 ans de chronique de surveillance basée sur de l'observation. Donc si on switch en ADN, on perd aussi le lien avec 40 ans de suivi. Donc pendant longtemps c'était ambigu de ça remplace totalement et on voyait les mollos. En plus on a de la chance, les collègues anglais ont fait la transition. C'est-à-dire que là, il y a un politicien qui a dit en fait, on arrête les suivis en morpho, on fait tout en ADN. Ça a foutu un tel bazar dans leur surveillance nationale que tous les autres pays d'Europe ont dit on va y aller mollo. Donc ça, c'est un très bon avantage pour nous. Par contre, là, on est en train d'y venir, dans le sens où c'est un outil tellement puissant, tellement économique. Comment on le couple à ce qui existe déjà pour garder l'humain sur le terrain? Mais en fait, l'avantage, c'est qu'on peut faire beaucoup plus de suivi, beaucoup plus de cours d'eau, beaucoup plus de temporel, et d'envoyer de la morpho et de l'humain quand il y a quelque chose qui apparaît bizarre en ADN. Donc ça, en fait, c'est plutôt là-dessus qu'on essaye d'orienter, de dire mettez l'humain et les cerveaux quand il y a des enjeux. Parce que là, il y a une pollution, on vient de détecter un truc bizarre, allez, mettez l'énergie des humains, allez clarifier ça, parce que l'ADN ne répondra pas après. Donc on essaie plutôt de travailler là-dessus. Chez les diatomées, c'est encore pire, c'est avant, en morpho, ils avaient peur, ils perdent leur métier. Ils se rendent compte maintenant que plus personne ne veut faire leur métier. Il n'y a plus de formation à la fac pour apprendre à reconnaître par morphologie des diatomées. Donc en fait, les bureaux d'études et les labos publics ou de recherche qui font travail sur les diatomées, ils n'arrivent plus à recruter des gens qui font ça parce que c'est plus enseigné, ça n'attire plus les jeunes. Donc ils sont en train de se dire, en fait l'ADN ça va peut-être nous sauver pour qu'ils fassent la double compétence. C'est via l'ADN qu'on va encore attirer des jeunes pour peut-être les mettre dans de l'écologie et dans ça. Ça c'est un gros travail. Après on est en France. Ça fait 2017 je t'ai dit qu'on avait stabilisé.
Là, on est en train de faire des normes à l'ISO pour cadrer le Far West méthodologique, de dire vous faites pas n'importe quoi, ceux qui voulaient faire ces approches, au moins donner un peu des guides de bonne pratique. Et ça, on est en train de le faire. Donc, je pense d'ici 5 ans, ouais, ça va switcher soit en partie, et mon inquiétude, c'est que ce soit totalement s'il y a un politicien qui décide de faire ça totalement. En théorie, non, quand même. On essaye de les sensibiliser. Pour ce qu'ils en écoutent, ça c'est autre chose, mais... D'autres questions? On appelle ça de l'acharnement thérapeutique. Du coup, pardon, je rebondis sur la réponse d'avant. Est-ce que ça, ce que vous dites, c'est valable uniquement pour l'ADN aquatique ou est-ce que c'est aussi valable pour l'ADN terrestre? Parce que si je dis pas de bêtises, les traces d'ADN restent un peu plus longtemps dans les échantillons de terre. Et on a des résultats qui parfois, on n'a pas l'encadrement juridique pour savoir si l'espèce est présente ou pas. Donc là, la question avec l'utilité des sciences naturalistes, elle se pose, est-ce que ça se pose plus ou pas que... C'est quoi que tu entends par le terrestre? Sur quel groupe biologique? Sur les échantillons de terre. Oui, mais tu veux chercher le loup, tu veux chercher les communautés fongiques dans les sols. Si je prends l'exemple de la faune, par exemple... T'es peinard. Comment, pardon? T'es tranquille. Parce que le problème, c'est que la faune, quand elle va passer vivre à un endroit, la probabilité que tu ailles prendre le bon échantillon de terre où il y a eu la marque, joue au loto. Et en fait, c'est pour ça que c'est très avancé dans le milieu aquatique, parce que c'est dilutif et ça te donne facilement accès en fait. Même si tu n'es pas parfaitement au bon endroit, c'est ce que je disais, 2 km en dessous, tu vas quand même détecter la bestiole. Par contre, là où sur le terrestre ça a évolué, il y a une cartographie qui existe, c'est sur Bacteria, c'est les équipes de recherche à Dijon, INRAE, qui ont fait une cartographie des sols à des maillages hyper fins de toutes les communautés bactériennes en génétique pour avoir l'état des sols en France, en lien avec les pratiques agricoles ou les pratiques industrielles. Donc ils ont déjà fait des choses beaucoup plus avancées, mais sur bactéries. Sur faune, ça serait intéressant si tu trouves des fesses, tu vois, si tu trouves des restes, parce que tu veux savoir c'est quelle espèce, qu'est-ce qu'il a mangé. Bah là, par contre, ouais, l'outil va être pertinent. Alors, juste, vous venez d'indiquer qu'on peut s'attendre à ce que ces techniques, basées sur l'ADN, vont faire disparaître les bons vieux naturalistes à l'ancienne qui travaillaient à la loupe au microscope. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ce que ça fasse disparaître les chimistes? Donc autrefois, vous aviez une molécule organique un peu compliquée, vous tapez l'identification de la forme, etc., c'était coton, quoi. Alors est-ce qu'on peut envisager que ça serait beaucoup plus simple de regarder la quantité de certaines bactéries qui ont une affinité particulière à la molécule organique en question? Les chimistes, ils sont tranquilles, parce qu'on aura besoin des deux, en fait. La caractérisation biologique de j'ai les espèces qui indiquent la présence de tels composés, mais la finesse de quantification d'une molécule, les chimistes, ils sont tranquilles. Typiquement, quand on travaille sur les PFAS, les PCB, les métaux lourds, on va regarder comment les communautés réagissent, s'adaptent, est-ce qu'on a des indicateurs de ces contaminants, mais non, on va toujours faire un dosage parce qu'on ne connaît pas les doses dans l'environnement, ça permet de faire de l'écotoxicité. Donc on ne perdra pas les écotoxicologues et les toxicologues. Les naturalistes sont, à mon sens, encore tranquilles, dans le sens où l'interprétation, moi je ne suis pas spécialiste des poissons, je pêche, mais je ne suis pas expert dans leur détermination. Quand on me demande un inventaire piscicole sur un cours d'eau, un plan d'eau, moi je vois une liste d'espèces, il faut un naturaliste pour lui donner du sens et dire ah, t'as détecté celle-là, ça m'intéresse. Ah non, là c'est des conneries ce que tu m'as mis, vas-y, on rediscute de ta méthode. Donc je pense que par nature, en fait, ça va... C'est juste qu'il y a de moins en moins de naturalistes, mais même que cette méthode existe ou pas, en fait, c'est quelque chose qui se perd, qui s'enseigne plus forcément, ou qui intéresse plus, je sais pas. En tant qu'ancien de GB, de l'IUT en bio, où on était tous la fibre un peu naturaliste, là, ADN ou pas, je pense que ça se perd tout court. Et c'est peut-être les IA qui vont nous sauver. Parce que l'acquisition photo, parce que le peu qui reste de naturalistes, ils vont se concentrer sur de l'acquisition de données de plein de gens qui font des photos partout. Comme les applications pour la reconnaissance de plantes ou de... Donc c'est peut-être par ce biais-là qu'on pourrait raccrocher et remotiver des gens à se réintéresser. À la fin de toute cette filtration, il y a les bouts.
Pour les stations d'épuration, Oui, quand elles ont. Oui. Voilà. Après les boues, qu'est-ce qu'il y a dans ces boues en fait? Qu'est-ce qui reste? beaucoup de matières organiques sédimentées, tous les composés chimiques typiquement qui peuvent être des métaux ou des choses comme ça. Et c'est systématiquement donné aux agricoles, ça? Ah non, Ah en non. théorie il y a des filières, si je reprends le schéma. Mais comme tout à l'heure, il y a le petit tracteur avec. Ouais, mais c'était très imagé pour... en théorie, avant le petit tracteur, il y a quand même une filière de contrôle pour évaluer ce qu'il y a dedans, pour savoir si on peut l'utiliser Oui, voilà, comme enrichissement du sol. Non, non, en fait, mais ça j'ai découvert en travaillant avec les stations d'épuration. C'est qu'il y a tout un consortium de métiers différents. Si on ne peut pas les réutiliser, qu'est-ce qu'on en fait? C'est de l'incinération, c'est quel type de traitement, comme un déchet. Si on peut les réutiliser, c'est dans quelle proportion, dans quel contexte, dans quels usages, parce qu'on a encore des bactéries pathogènes aussi dans ces boues, indépendamment de s'il y a des métaux ou autres, j'en sais rien, qui peuvent rester. Donc ça, non, c'est en théorie, ça n'empêche pas qu'il y a de la dérive partout, mais en théorie quand même, il y a un cadrage, de toute façon on l'aurait mis dessus, on serait tous malades. Si ils balançaient des trucs, je pense qu'on saurait vite exploser dans là où il y a des problèmes, parce qu'ils ne respectent pas une procédure conforme en termes de santé. Après, je suis pas spécialiste sur les steps. D'autres questions? Merci beaucoup. Non, c'est tout. J'espère que c'était assez clair et informatif et intéressant. C'est pas évident de juger le grain, hein, parce que j'aurais pu vous faire un cours de génétique et là, même moi j'aurais tort. En tout cas, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Là, j'ai pas osé présenter les travaux qui avaient été faits à l'Épage, Loire-Lignon, qui est basé à Tence, parce qu'il y a quand même des choses où c'est pour la protection de certaines espèces où je ne voulais pas projeter les cartographies de distribution de la moule perlière, par exemple, s'il reste encore des POP. Mais ça vous donne une idée que même à côté de chez vous, en fait, on a fait des manips sur les cours d'eau. On a fait une manip avec le muséum sur l'ombre ligérien. Parce que oui, il y a une espèce d'ombre qui est spécifique du bassin de la Loire. Et avec l'introduction de l'ombre commun, a fait disparaître historiquement l'ombre ligérien. Donc on a fait une étude de distribution sur l'Allier, la Loire, le Lignon, pour voir les différentes populations d'ombre. Est-ce qu'on en a encore à protéger? Où est-ce qu'il y a de l'hybridation? Pour sensibiliser aussi par exemple les fédérations quand ils font de l'albinage ou du réempoisonnement, pour bien choisir les souches qu'ils mettent dans l'eau. Donc en fait, c'est déjà en local. Et ça, c'est que ce que je connais, parce qu'il s'en passe beaucoup plus que ça. C'est l'heure du goûter.